On est le 15, le 13 de 2024, deuxième bac, sciences physiques 2. D'accord. Donc physique. Le dipôle Rn. On est en électricité évidemment. Deuxième leçon. Donc, c'est un cours qui est de même type de le dipôle RC, c'est-à-dire c'est le même plan d'études, mais avant d'entamer le cours, on va revenir un petit peu sur ce que nous avons déjà traité pour le dipôle RC. D'accord ? La première des choses, quelle est la définition que nous avons donnée au condensateur? Oui, deux conducteurs, des armatures, oui. Ces deux conducteurs sont face à face et séparés par quoi? Ces deux conducteurs séparés par un diélectrique. Donc, nous avons traité le premier dipôle qui est nouveau pour nous dans l'étude des sciences physiques en secondaire qualifiant. Un condensateur, ce n'est pas comme les dipôles que nous avons déjà traités en tronc commun et en première année. Là, le condensateur, c'est un dipôle, on peut lui donner plusieurs définitions, soit par sa description de quoi il est formé et de quoi il est capable. Donc un condensateur est constitué de deux conducteurs qu'on appelle armature, séparés par un diélectrique. C'est une matière qui est isolante, évidemment, entre guillemets. On va voir que l'isolation ou ce caractère isolant est limité devant la différence de potentiel appliqué. Donc, séparé par un isolant qu'on appelle le diélectrique. Et ce dipôle-là, il est capable d'emmagasiner de l'énergie électrique entre ces armatures. Évidemment, on l'appelle l'énergie électrique du fait que ça vient de l'accumulation des charges négatives des électrons sur un conducteur, sur une armature, et un manque d'électrons ou ce qu'on appelle une charge positive sur l'autre armature. Évidemment, l'énergie, celle-là, ou cette quantité qui lui équivalent à une énergie qu'on appelle énergie électrique, est dans le champ électrostatique, dans le champ électrique qui est créé par les charges, cette répartition dissymétrique des charges. Évidemment, de là on parle d'une capacité de condensateur, c'est-à-dire il est capable d'emmagasiner, et cette capacité diffère d'un condensateur à un autre. Et cette capacité dépend de la forme géométrique de plusieurs facteurs qui entrent les surfaces, la distance entre les deux plaques et pas mal de facteurs. Donc pour nous, chaque
condensateur est caractérisé par une capacité C. Son unité dans le système international est le farad. Le farad, c'est une grandeur qui est très grande. C'est-à-dire, sa valeur, généralement dans nos exercices, on n'a que des valeurs de 10-3 farad, 10-6 farad, 10-12 farad, 10-9 farad. D'accord? C'est-à-dire, c'est rare qu'on trouve dans un exercice que vous trouviez, sauf dans des cas particuliers, une capacité qui est de l'ordre de 100 farad. Mais, évidemment, il y a des capacités, ce qu'on appelle l'ultra condensateur. Ces condensateurs-là, ils ont des capacités qui sont assez grandes. Ce n'est pas celle que nous traitons, mais on peut les trouver dans un exercice. Mais c'est rare qu'on trouve une valeur très grande dans un exercice habituel que nous traitons dans le cours. C'est-à-dire que vous avez fait une erreur, sauf qu'il s'agit des condensateurs de supracondensateurs. Donc, ce qu'on doit apprendre, d'abord que ce condensateur, il a une tension UC qui est égale Q sur C. C'est là, ça veut dire le condensateur. La tension aux bornes de condensateur est égale à Q sur C, où la charge de condensateur, à un instant donné, c'est Q est égal à C fois UC de T. Là, on parle des grandeurs instantanées et aussi des grandeurs algébriques. C'est pour cela, dans l'écriture, on mettra I de T, Q de T, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est dans un phénomène qui est transitoire. Un phénomène que les grandeurs physiques varient au cours de temps. Par exemple, il passe d'une valeur 0 à une valeur limite donnée, ou il passe d'une valeur maximale donnée à 0. Et entre ces deux valeurs, cette grandeur peut prendre toutes les valeurs permises entre ces deux valeurs. D'accord? Donc, c'est la première des choses. Et aussi, le symbole. Là, c'est A, là, c'est B. Là, on mettra C, la grandeur qui le caractérise. Là, c'est UC de T. Et là, c'est la convention, c'est-à-dire I de T, et dans ce sens-là. C'est-à-dire, on parle d'une convention récepteur. D'accord? Donc, il emmagasine une énergie électrique E, petit e, qui est égale à 1,5 C fois U, C au carré. C'est la même, 1,5 Q carré sur C. Et pour finir, lorsqu'on étudie un condensateur dans un circuit, nous avons devant nous deux régimes, si vous voulez, deux façons de travailler. Soit de le soumettre à un échelon de tension ascendante, ou tout simplement, on peut changer cette phrase par charge d'un condensateur, le mettre dans un circuit où il y a un générateur qui maintient une tension E, on ferme le circuit, puis il y a un régime de fonctionnement de ce circuit. Il y a un régime qui est transitoire, c'est pendant un temps où la tension au bornes du générateur passe de 0 à une valeur donnée. Puis, il y a ce qu'on appelle le régime permanent. C'est là où la tension aux bornes de condensateur garde la même valeur qui est celle donnée par le générateur. Régime transitoire et régime permanent. Et l'étude de la décharge d'un condensateur, ou ce qu'on appelle soumettre un condensateur à un échelon de tension descendante, et dans ce cas-là, il y a la décharge. On passe d'une tension E à une valeur nulle. Au cours de cette variation, il y a aussi deux régimes. Régime qui est transitoire et un régime qui est permanent. D'accord? C'est ça ce qu'on vous demande, sauf que aussi vous devez revoir comment établir l'équation différentielle et la solution de cette équation différentielle à partir de l'équation générale.
On va revoir de nouveau d'autres exercices qui traitent le condensateur. D'accord? Donc, en résumé, un condensateur, il emmagasine de l'énergie et peut la garder hors circuit. Et on peut augmenter cette capacité d'emmagasiner de l'énergie en choisissant un diélectrique. Donc, plus il y a un diélectrique, plus il y a autant de charges qui sont emmagasinées et elle est gardée dans le condensateur. Donc là, l'énergie elle est emmagasinée sous forme d'un champ électrique établi entre les deux armatures. Évidemment, ça c'est le cas d'un condensateur qui est idéal. Mais généralement, les condensateurs usuels, il y a ce qu'on appelle, ce sont des condensateurs réels. Et dans ces condensateurs réels, il y a ce qu'on appelle une fuite de charge, ce qu'on appelle une tension de fuite ou une résistance de fuite. C'est comme il y a une résistance qui est en parallèle avec ce condensateur-là. Et si nous gardons un condensateur réel chargé pendant un temps donné, on va s'apercevoir par la suite que l'énergie électrique a été dissipée à l'intérieur de ce condensateur qui est un condensateur réel. D'accord? Mais dans notre programme, on ne parle pas de condensateur réel. Toujours on traite des condensateurs qui sont idéaux et parfaits. D'accord? Voilà, maintenant on passe à le dipôle RL. Et vous voyez le titre, il est semblable à celui de RC. Sauf que dans ce cas-là, on remplace le condensateur par un autre dipôle qui est la bobine. Si le condensateur a une grandeur qui le caractérise C, vous voyez ici que la grandeur qui va caractériser la bobine, on va la désigner par L. L, c'est la première lettre du nom d'un physicien qui a travaillé dans l'électromagnétisme, qui est Lorentz. Qui est Lenz, et ce Lenz-là, c'est lui qui va nous aider à comprendre le phénomène physique qui se produit dans cette bobine qui est inhabituelle pour nous dans ce que nous avons déjà étudié. Donc nous avons dans le dernier cours, nous avons commencé par les condensateurs. Maintenant on va commencer par la bobine. Donc en chiffre romain, la bobine. En arabe, al-washi'a. Donc la bobine, comme son nom l'indique, bobinage, l'action de bobiner ou de faire le bobinage, c'est d'enrouler un fil sur un cadre. Et ce cadre-là peut être soit rectangulaire, soit cylindrique, soit une forme géométrique donnée. Et j'ai ici des exemples de bobines. Là, j'ai une bobine. Et vous voyez que c'est un enroulement de fil de cuivre qui est gainé ou vêtu d'un vernis qui le rend isolant pour que le courant, lorsqu'il passe dans le fil, ne se déplace pas latéralement. Il doit passer dans ce qu'on appelle les spires de la bobine. Voici un autre exemple de bobine dans laquelle on peut choisir le nombre de spires qu'on veut utiliser. De là à là un nombre et de là à là c'est la totalité. Donc c'est une bobine. Ici un autre élément, une autre bobine, et vous voyez dans ce cas-là, il y a un bobinage sur un cadre qui est cylindrique. Là la section est un cercle, donc la surface ici c'est on peut la déterminer, c'est PR carré.
Et là, vous avez un enroulement de spire jointive, mais avec des couches l'une sur l'autre. Ce n'est pas uniquement un simple bobinage, comme ici. Mais il y a, même là, vous voyez qu'il y a des couches. C'est pareil, il y a un papier isolant entre, même si ce produit un contact, malgré que ces fils sont gainés, évidemment, où il y a une matière isolante. Un autre exemple, là vous le voici, c'est une bobine dont l'espace qui est là, au lieu d'avoir l'air, nous mettons des barres de fer doux, afin que, évidemment, nous avons déjà parlé que dans un condensateur, il y a toujours ce diélectrique dont nous avons parlé, c'est-à-dire pour augmenter cette habilité à charger ou à emmagasiner plus de l'énergie, on peut chercher un diélectrique qui est capable d'emmagasiner le maximum. Même ici, ce phénomène qui va se produire dans la bobine, on peut l'accentuer par utiliser un matériau autre que l'air qui est capable d'augmenter l'effet plusieurs fois. Dans ce cas-là, ce fer doux, il est capable d'augmenter ce que le fait avec de l'air presque 100 fois. Ce qu'on appelle la permittivité magnétique de ce matériau. Elle est très grande devant celle de l'air. Évidemment, le déplacement que vous voyez ici permet de varier cette grandeur-là, L, dont on va parler. Donc, d'une façon très simple, on va noter la définition d'une bobine. Évidemment, je n'ai pas différencié type de bobine. Dans cet exemple, on peut l'appeler un solénoïde. Un solénoïde, c'est une bobine dont la longueur L est très grande devant le rayon de la section circulaire du cadre sur lequel on enroule le fil. Évidemment, lorsqu'il est supérieur à 10 fois R, on peut l'appeler un solénoïde. Évidemment, là, j'ai d'autres types de bobines. Vous avez là une bobine qui est cylindrique aussi à l'intérieur, et vous voyez que la longueur, donc on peut l'appeler un solénoïde. Là une autre et là une autre. C'est un dispositif qui permet de mettre en évidence le phénomène qu'on va traiter, mais malheureusement j'ai essayé de le faire fonctionner. Ça n'a pas donné, peut-être un fil quelque part est cassé et par la suite j'arrive pas à la fonctionner. C'est un dispositif qui est très ancien. On en parlera par la suite, comment il est conçu, ce dispositif-là. D'accord? Donc vous écrivez une bobine. Une bobine est constituée. Une bobine est constituée à partir d'un enroulement, très serré, à partir d'un enroulement un enroulement très serré de fils en cuivre, de fils en cuivre gainé, c'est-à-dire elle est enrobée d'une matière isolante. مكسو بطبقة إذن الوشيعة هي عبارة عن تلفيف لسلك موصل عبر لفات متماسكة، غالبا ما يكون من سلك من نحاس مكسو
مادة عازلة. كل هذه الوشائع اللي عندنا أمامنا هنا كلها أسلاك مكسوة بمادة عازلة. Donc, de cuivre est gainé d'une matière isolante, de faible épaisseur. De faible épaisseur. Et on va faire le schéma d'une bobine qui est le solénoïde. Voici un exemple. Donc, ce sont des spires. Il peut être une seule couche ou plusieurs couches. Là, c'est le rayon R. De longueur L. Et si cette bobine est parcourue par un courant électrique, elle va créer un champ magnétique B qui est égal à mu0 n fois I, avec n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Là, c'est grand N spire. Normalement, cette partie-là doit être traitée en première année, le magnétisme. Et là, nous avons parlé qu'un courant électrique qui circule dans un conducteur, elle crée dans l'espace voisinant un champ magnétique dont on peut déterminer les caractéristiques et l'intensité. On va s'intéresser uniquement à la bobine. Dans ce cas-là, la bobine, elle va créer un champ magnétique qui est uniforme, dont les lignes du champ sont parallèles. Et là, le courant passe, il y a la règle de la main droite. Si le courant passe là, donc le champ ici. À l'extérieur, il n'est pas uniforme. Avec la main droite, c'est le courant. C'est de cette manière qu'on fait. Là, c'est le courant. Et là, c'est B. Évidemment, il y a plusieurs règles qui permettent de déterminer. Il y a le bonhomme d'Ampère. Ce physicien, il a aidé les élèves ou les étudiants à déterminer la direction et le sens de B seulement avec cet observateur-là. Et ça date, cette règle de bonhomme d'Ampère, plus de 200 ans. Peut-être plus exactement 203 ans.
de la première fois où nous avons utilisé cette règle. Il y a d'autres règles, règles de la main de Maxwell, règles d'autres savants. Ça dépend ce qu'on veut déterminer. Est-ce que la force magnétique ou le champ magnétique ou autre? Là, c'était définition. Peut-être que je ne l'ai pas écrit, mais ce que nous avons fait, c'est définition. Et on va passer brièvement à 1-2, ce qu'on appelle l'induction magnétique. L'induction magnétique. Dans une bobine. Voilà. Donc on va essayer d'observer un phénomène, celui que nous l'avons déjà vu pour le condensateur. Nous avons pu observer dans le circuit de décharge seulement un condensateur, un interrupteur et un galvanomètre à zéro central permet de visualiser le déplacement de l'aiguille, c'est-à-dire apparition d'un courant électrique dans une partie du circuit qui est fermée où il n'y a pas un générateur. Dans la charge, ce n'est pas quelque chose qui est anormal. C'est normal qu'il y ait un générateur, mais ce qui était anormal, c'est que le circuit est fermé et le courant ne passe pas, et nous l'avons expliqué. Maintenant, on va essayer d'utiliser une bobine et un galvanomètre à zéro central. Je mettrai l'aiguille de vos côtés, en face de vous, mais vous pouvez approcher. Oui, vous êtes pas. Vous pouvez approcher si vous voulez, ici, d'accord? Donc, j'ai ici une bobine. Là, mettre un peu plus haut. D'accord? Oublions ce fer-doux-là. Oublions-le. Donc, j'ai un circuit formé, peu importe comment je le connecte. Vous voyez que les bornes ne sont pas sont les mêmes, et même ici, puisque nous avons un galvanomètre à zéro central. D'accord? Donc là, ce qu'on appelle un circuit induit. هنا شكلنا دارة سنسميها بالدارة المحرضة. تلاحظون أن الآن في غياب أي مولد تشير إبرة جهاز الجلفانومتر إلى الصفر، بمعنى ليس هناك وجود لتيار كهربائي في الدارة. لماذا سنسميه دارة المحرضة؟ لأننا سنعمل على إثارة أو تحريض الإلكترونات في الدارة على أن تأخذ حركة، وبالتالي أن يظهر تيار كهربائي في هذه الدارة.
Donc ça sera un circuit qui est induit du fait qu'en absence d'un générateur, il n'y a pas de courant électrique. Donc on va inciter ou même obliger les électrons libres dans le circuit à prendre, même pendant un temps qui est très petit, et une quantité qui est aussi très petite de quantité d'électricité qui va circuler, mais on va essayer de voir qu'il y a un phénomène, qu'il y a un courant qui se fait dans le circuit. L'inducteur, là c'est l'aimant. Donc, هنا المحرض والدارة المحرضة. إذن محرض ومحرض. L'inducteur, il va induire le circuit à créer un courant électrique, mais on va voir comment ce courant s'établit. Ce n'est pas notre occupation. Ça ne nous intéresse pas comment on détermine ce sens-là, mais il va nous intéresser qu'il y a deux types de courants qui s'établissent dans le circuit. Donc je vais essayer d'utiliser dans cette surface-là, je vais essayer de faire basculer ou de faire mouvement. Et vous voyez qu'il y a, même s'il y a un trait, une petite déviation, vous voyez qu'il y a un déplacement dans un sens lorsque j'enfonce l'aimant. Évidemment, l'aimant il n'est pas assez... le champ magnétique n'est pas très intense, donc c'est pour cela. Et aussi, il faut que le mouvement soit pendant un temps qui est très petit. Tant que la durée de mouvement est petite, tant le déplacement est notable. Et tant que le champ magnétique de l'aimant est grand, tant que le phénomène elle est facile à observer. Je peux vous envoyer une expérience, on l'a fait avec un autre aimant, avec une autre bobine, et vous voyez que vraiment il y a un déplacement, je peux le mettre tout à l'heure, dans ce déplacement de champ. Donc la première des choses, c'est que on a incité le circuit à donner un courant électrique, et ce courant électrique, il a un sens, puis il y a un autre, de telle façon que on peut dire, si nous analysons ce que j'ai fait, j'approche, donc il donne un courant dans un sens donné, j'éloigne, il donne un courant dans le sens opposé. C'est-à-dire, il y a une action et une réaction de la part du circuit. Donc, on peut dire que le comportement de la bobine dans ce circuit induit, c'est de faire réagir et opposer à l'action qui a été faite par l'aimant. Donc, l'aimant, il a provoqué un phénomène donné, on va l'appeler, c'est l'induction magnétique, et la bobine va répondre et va essayer de éloigner, si vous voulez, ce champ magnétique qui s'est approché. Évidemment, lorsqu'il est approché, le circuit il est familiarisé avec cette action-là. Il ne va pas laisser l'éloignement, mais elle va attirer l'aimant de telle façon à le garder comme s'il était avant. D'accord? Ce phénomène-là, on l'appelle l'induction magnétique. الظاهرة التي نتكلم عنها هي ظاهرة التحريض. أن المغناطيس يعمل على تحريك الإلكترونات الحرة في الذرة. عندما أقوم بتقريب المغناطيس يعطي منحى في واحد الاتجاه، وهذا التيار هذا اللي غادي يحدث هو سيعمل على مقاومة التأثير، سنعطيه شرحا قبل بعد لحظات. انطلاقا من ماذا كيكون هذا الفعل وردة الفعل، وكيف يمكن أن نستغل ذلك في قانون اللي كيتعرف بقانون لانز فاراداي. متفقين؟ إذا غادي نوليو نتسجلوا. On fait ce petit schéma-là. Donc, cette bobine, on va essayer
Et voilà, il y a une aiguille. Et ici, un aimant. On approche, déplacement dans un sens, on éloigne, déplacement dans le sens opposé. Là, une bobine, là, un galvanomètre, à zéro central. Then, à la ligne, donc ici on peut dire, là c'est l'inducteur. Là, le circuit induit الدارة المحركة. Évidemment, nous pouvons faire la même expérience, sauf au lieu d'utiliser un aimant, on peut utiliser une autre bobine. Une bobine avec une autre. Faire varier le courant dans cette bobine et par la suite créer un courant dans la deuxième bobine. C'est le principe de transformateur. D'accord? Il y a plusieurs applications de ce phénomène dans la vie quotidienne. Donc, deux phrases. D'une façon générale, ce n'est pas uniquement lié à la bobine, mais on peut généraliser et dire tout circuit électrique fermé, s'il est soumis à l'action d'un champ magnétique à travers sa surface, on a un phénomène, il y a apparition d'un courant électrique dans ce circuit qu'on appelle le courant induit, et le phénomène s'appelle le phénomène d'induction magnétique. Donc à la ligne. On appelle induction magnétique. On appelle, c'est pas demandé dans vos exercices, seulement pour comprendre ce qu'on va faire par la suite. On appelle phénomène d'induction l'action d'un champ magnétique on appelle induction magnétique l'action d'un champ magnétique sur un circuit électrique
fermé sur un circuit électrique fermé. Au cours de ce phénomène, au cours duquel apparaît un courant électrique, appelé induit, avec T à la fin, appelé induit, dont son sens, donc avec réalité, dans le sens est tel qu'il va s'opposer, dont le sens est tel que elle va s'opposer à l'action qui lui a donné naissance, à l'action que lui a donné naissance. Entre parenthèses, loi de Lenz. Loi de Lenz. Donc on s'arrête 5 minutes, puis on continue. Un 3, comportement. Comportement d'une bobine. Dans un circuit électrique. Donc on va passer à cette expérience-là. D'accord? Donc, je vais essayer d'éteindre la lumière. Et avant cela, je vais essayer de tracer le circuit électrique qui permet d'observer ce comportement de la bobine dans un circuit électrique. Donc, vous faites le schéma en même temps que moi. Un générateur, là c'est la borne positive et là c'est la borne négative.